et je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir proposé de discuter l'impact de l'altération de la barrière hémato-encéphalique sur la réponse inflammatoire, septique et thérapeutique. Je commencerai tout d'abord par passer rapidement sur l'origine du concept de barrière hémato-encéphalique, puis je présenterai tout aussi rapidement les différents éléments cellulaires qui composent la barrière. Puis je présenterai quelques conséquences de l'existence de cette barrière hémato-encéphalique avant de proposer quelques situations pathologiques dans lesquelles la BHE est altérée. Cela nous mènera aux conséquences de cette altération et enfin sur l'impact qu'elle peut avoir sur la réponse inflammatoire, mais aussi sur la pharmacologie des médicaments que l'on administre. Le concept de barrière hémato-encéphalique est vieux d'un siècle et demi à peu près, et en 1913, il a été étayé par Goldman qui m'a montré que chez le lapin, après injection intravasculaire de marqueurs bleus, eh bien, les tissus étaient tous marqués à l'exception du système nerveux central. Les études suivantes se sont intéressées à la composition cytologique et histologique de la barrière hémato-encéphalique, et le premier élément décrit est l'endothélium cérébral et médulaire qui présente notamment un type de jonction particulier, les jonctions serrées que l'on peut voir à droite en microscopie électronique. Ces jonctions serrées ici empêchent de passer le nitrate d'argent vers le parenchyme. En dessous des jonctions serrées, il existe d'autres types de jonctions. Comme on peut le voir ici, il y a des interdigitations entre les cellules endothéliales qui sont fixées entre elles par des jonctions adhérentes, notamment. Juste contre les cellules endothéliales et décrites plus récemment, se trouvent d'autres types de cellules. Le péricyte, notamment, qui a vraisemblablement un rôle majeur dans la fonction et la structure de la barrière hématocérébrale, et on voit à droite, toujours en microscopie électronique, que en absence de péricyte, dans des souris mutées, il y a une déstructuration complète de l'endothélium, et donc de la barrière hématocérébrale. En continuant vers le parenchyme, on trouve le pied de cellules astrocytaires qui sont visibles à droite dans des reconstructions pseudo 3D d'images de microscopie confocale. Et toujours plus en avant dans le tissu, on trouve des cellules microgliales qui ont elles aussi un rôle vraisemblablement important dans le maintien de la structure et de la fonction de la barrière hémato-encéphalique. Cette barrière est sous influence de l'activité neuronale et forme avec ces dernières cellules l'unité neuroglio-vasculaire qui a différents rôles que je propose de discuter rapidement. Le premier rôle, c'est le rôle de barrière, et cette barrière, elle est due, en ce qui concerne les petites, les molécules hydrophiles, une limitation de la diffusion paracellulaire, notamment en raison de la présence de jonctions serrées. L'existence de plusieurs couches cellulaires et donc de plusieurs membranes plasmiques limite la diffusion transcellulaire passive des molécules hydrophiles, et seules de petites molécules lipophiles ou amphiphiles vont pouvoir traverser passivement. La transcytose par endocytose est extrêmement limitée au niveau de la barrière hémato-encéphalique en raison très faible nombre de vésicules de cet endothélium, ce qui lui est assez spécifique. Pour autant, bien évidemment, le parenchyme cérébral a besoin
d'éléments qui se trouvent dans le plasma, et donc il existe un grand nombre de transporteurs plus ou moins spécifiques pour différents ions monoatomiques, pour différents substrats métaboliques, comme le glucose, les acides aminés. Et la barrière hémato-encéphalique présente un très grand nombre de protéines d'efflux qui sont peu spécifiques pour leur substrat, qui appartiennent pour une grande partie à la superfamille des ATP binding cassettes protéines, comme la P-glycoprotéine, le P pour perméabilité, ou les protéines de la famille de multidrug resistance. Ces protéines vont notamment faire sortir les petites molécules lipophiles qui seraient rentrées par diffusion passive dans le parenchyme. Au-delà des transports, il existe une activité métabolique assez importante à l'interface entre le sang et le cerveau, et dans les différents types cellulaires qui composent la barrière hémato-cérébrale. Cette activité enzymatique, elle va notamment désaminer les monoamines circulantes, dont la présence intempestive dans le parenchyme entraînerait une dysrégulation de l'activité neuronale, et une activité de réduction notamment du glutathion. Et donc il se trouvera surtout du glutathion réduit qui permettra de lutter contre un éventuel stress oxydant dans le parenchyme cérébral. Donc cette unité neurogliovasculaire finalement contrôle les entrées, contrôle les sorties, et participe en première ligne à l'homéostasie cérébrale. Il existe ainsi tout un tas de situations pathologiques dans lesquelles cette homéostasie cérébrale est mise en danger, on va dire. Des pathologies chroniques qui touchent le système nerveux central, notamment les maladies d'Alzheimer ou de Parkinson, l'épilepsie, la sclérose en plaques, la sclérose latérale amyotrophique, mais aussi des pathologies qui ne touchent pas a priori spécifiquement le système nerveux central, comme le diabète. Toutes ces situations que l'on rencontre en anesthésie, et pour lesquelles finalement on ne change pas spécialement nos pratiques. Il existe aussi, bien évidemment, des pathologies aiguës dans lesquelles cette barrière est altérée. On pense tout de suite au traumatisme crânien grave. Il semble aussi que le traumatisme crânien non grave s'accompagne d'une altération de la barrière. Ici, une étude en IRM par DCE, dans le modèle de Patlack, s'est penché sur des patients ayant présenté des traumatismes crâniens non graves. On voit à gauche une patiente ayant eu ce type de trauma, et à droite une patiente contrôle du même âge. Et ce que l'on peut voir, c'est que le paramètre K-trans, qui évalue le passage depuis le secteur intravasculaire vers le secteur intraparenchymateux, est augmenté après traumatisme crânien. Évidemment, l'œdème périlésionnel qui accompagne l'hémorragie cérébrale est le signe d'une atteinte de la barrière hémato-cérébrale, et il est par ailleurs le siège d'une extravasation de phagocytes qui éliminent notamment les érythrocytes. Dans les accidents ischémiques transitoires, l'ischémie transitoire ou constituée, l'ischémie reperfusion peut s'accompagner d'augmentation de la perméabilité de la barrière. C'est ce que l'on voit ici, après recanalisation, une augmentation du signal en diffusion et en flair, ainsi qu'en B0, mais aussi en T1, après injection de gadolinium. Il existe un rehaussement du parenchyme. Il existe une autre pathologie neurovasculaire, l'hémorragie sous-arachnoïdienne, que l'on étudie avec beaucoup d'intérêt à Montpellier, dans laquelle il semble que l'hémorragie sous-arachnoïdienne puisse s'accompagner d'une altération de la barrière. Et donc ici je vous présente un résultat très préliminaire d'une étude en cours qui s'appelle PREDISP, qui est menée par Kevin Schaller, qui est avec vous,
Dans cette étude, on réalise une IRM avec séquence en DCE très précocement après la rupture d'anévrisme, J3. Et puis, on classe secondairement, en fonction de leur évolution, les patients dans une catégorie grave ou non grave. Et ce que l'on peut voir, c'est que le même paramètre 4 ans, que l'on discutait tout à l'heure, semble plus élevé chez les patients qui évoluent le plus défavorablement. J'espère qu'on pourra vous présenter les résultats complets de cette étude dans le courant de l'année prochaine. Une autre pathologie extrêmement commune en réanimation, le sepsis, s'accompagne d'une augmentation de la perméabilité de la membrane, et aussi on voit en séquence de diffusion une augmentation du coefficient apparent de diffusion dans la substance blanche frontale, qui, la nécropsie à droite, correspond vraisemblablement à un œdème périvasculaire pathologique. On a donc tout un tas de situations pathologiques, chroniques ou aiguës, qui s'accompagnent d'une altération de la barrière hémato-cérébrale. Alors se pose la question de à quoi cela correspond sur le plan fonctionnel. Alors tout d'abord, il semble que, quelle que soit l'origine de l'altération de la barrière hémato-cérébrale, elles aboutissent à un profil transcriptomique commun. Dans cette étude, publiée assez récemment, les auteurs ont utilisé différents modèles murins de pathologie, la sclérose en plaques, la crise d'épilepsie pharmaco-induite, l'ischémie cérébrale et le traumatisme crânien. Et en effectuant le transcriptome des cellules endothéliales de la barrière hémato-cérébrale, ils ont mis en évidence que les gènes exprimés spécifiquement dans l'endothélium de la barrière étaient plutôt en diminution, down-regulated, excusez-moi, et dans le même temps, ceux qui sont habituellement présents dans l'endothélium de la périphérie sont surexprimés. C'est ce que l'on peut voir sur les graphes de droite. En plus de cet élément, il montre qu'il existe un groupe commun de gènes surexprimés, quelle que soit l'origine de l'altération de la barrière. Donc cette modification transcriptomique commune dans les différentes atteintes de la barrière, elle correspond finalement sur le plan phénotypique tout d'abord à une disjonction des jonctions serrées, comme on peut le voir sur cette image de microscopie électronique, avec une absence de contact entre les deux cellules endothéliales. Cette disjonction s'accompagne d'une augmentation du flux paracellulaire. En parallèle, il existe aussi une augmentation du transport vésiculaire, même si la raison à cette augmentation est peut-être moins bien connue. Alors, toute cette augmentation de perméabilité, elle est mesurable in vivo, et c'est ce que l'on fait à Montpellier depuis peu, dans le cadre d'une collaboration avec Vincent Compan à l'Institut de génomique fonctionnelle. Et ici, je vous présente des données de la semaine dernière où l'on peut voir des vaisseaux sanguins qui sont rehaussés par l'injection intravasculaire de traceurs fluorescents dans des souris chez qui à T0 on injecte du lipopolysaccharide en intrapéritonéal afin de générer une réponse systémique septique. Et ce que l'on voit dans le cas d'une série d'acquisitions longitudinales, c'est qu'après 2 heures et demie, le signal dans le parenchyme a largement augmenté, ce qui signe une extravasation du traceur fluorescent. Au-delà de l'altération de
la structure et la fonction de l'endothélium, les péricytes sont eux aussi modifiés en cas d'altération de la barrière. Ils présentent un changement phénotypique qui les rapproche du phénotype des microglies. Ils sont notamment capables de phagocytose. Ce changement phénotypique entraîne une diminution de la couverture vasculaire et une augmentation de la perméabilité de l'endothélium. Puis enfin, ils sécrètent des métalloprotéinases, notamment la 2 et la 9, qui vont détruire la lame basale. Cette destruction de la lame basale, accompagnée de sécrétion de cytokines, va entraîner le passage des neutrophiles et probablement des lymphocytes depuis le secteur intravasculaire vers le parenchyme cérébral. Les astrocytes vont présenter le même type de modification phénotypique et en ultrastructure, les pieds astrocytaires semblent gonfler. Ils sont capables eux aussi de phagocytose et ils sécrètent de nombreuses cytokines plutôt pro-inflammatoires, et notamment l'interleukine 17A, qui va entraîner une activation de la microglie vers un phénotype pro-inflammatoire qu'on appelle M1. Ces microglies capables de phagocytose, bien entendu, vont à leur tour sécréter des facteurs pro-inflammatoires, le TNF-alpha, l'interleukine 6 et l'interleukine 1 bêta. La question se pose donc du rôle de ces microglies et en collaboration avec Vincent Compan à Montpellier, on essaye de mesurer cette activité microgliale dans le cadre de la réponse septique. Ici, je vais vous montrer un film un peu particulier, toujours le même modèle de souris septique dans lesquelles on injecte du lipopolysaccharide en intrapéritonéal. Mais les souris sont particulières, il s'agit d'une lignée que Vincent Compan a développée qui exprime un biosenseur bioluminescent de l'interleukine 1 bêta. Et donc vous allez pouvoir voir avec un rapport signal-souris assez faible en raison de l'origine du signal, différents éléments qui sont des cellules qui expriment l'interleukine 1 bêta. Et ce que l'on peut voir, c'est qu'elle se déplace et elle semble se rapprocher d'un site particulier qui est un espace périvasculaire. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, c'est des expériences qui datent de la semaine dernière. Je trouvais intéressant de vous les présenter. Au-delà des réponses phénotypiques cellulaires, il y a des modifications dans les différentes protéines des flux, notamment la protéine PGP, qui va franchement diminuer en activité avec une diminution drastique de l'efflux depuis le secteur parenchymateux vers le secteur intravasculaire. Et les enzymes qui participent notamment à l'activité réductase ont elles aussi une activité franchement diminuée en cas d'altération de la barrière. Alors tous ces éléments finalement répondent à la question de l'impact de l'altération de la barrière hémato-encéphalique sur la réponse inflammatoire, puisque elle maximise la neuroinflammation. L'ouverture de la barrière hémato-encéphalique permet un passage intravasculaire, depuis le secteur intravasculaire vers le parenchyme des immunoglobulines, le passage des neutrophiles et des lymphocytes et l'activité de phagocytose de tous les éléments cellulaires de la barrière. Et enfin, une maximisation de l'oxydation. Et donc, on voit qu'en situation infectieuse, cette maximisation de la neuroinflammation permet probablement de lutter contre les organismes pathogènes. Mais on imagine assez facilement qu'un emballement de ce système peut être délétère et il s'accompagne effectivement de mort neuronale et d'oligodendrocytes quand elle est prolongée. Concernant la modification pharmacologique que cette altération entraîne, eh bien,
Évidemment, la facilitation du passage passif depuis le secteur intravasculaire vers le secteur intraparenchymateux fait qu'au lieu d'avoir une distribution telle qu'elle est présentée à droite, des concentrations au cours du temps, avec en vert un pic sérique après injection, puis une décroissance, avec une concentration intracérébrale qui est un petit peu retardée, avec un pic moins haut et une élimination plus lente, eh bien, le passage du secteur intravasculaire vers le secteur parenchymateux va être beaucoup plus rapide, avec un pic beaucoup plus élevé, et cela s'accompagne d'une augmentation du volume de distribution apparent. La diminution de l'activité des flux va, elle, entraîner une diminution de la clairance des médicaments depuis le secteur intraparenchymateux vers le secteur intravasculaire. On voit à droite l'augmentation de concentration de différentes drogues en bleu foncé dans le cerveau après inhibition dans le cas de l'absence de la protéine PGP dans un modèle de souris. Donc, en conclusion, l'unité neurogliovasculaire est au centre de l'homéostasie cérébrale, et en cas de dysfonction ou d'activation, en fonction du point de vue, elle va maximiser la réponse neuro-inflammatoire et va avoir pour conséquence pharmacologique au moins une augmentation du volume de distribution apparent et une diminution de la clairance depuis le cerveau des médicaments que l'on injecte en périphérie. Je vous remercie et je vous présente à nouveau mes excuses pour mon absence. J'espère qu'on a réussi à faire en sorte que je puisse répondre à d'éventuelles questions.